Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire qui concerne la valorisation des logiciels open source. On fera un focus sur la propriété intellectuelle et sa stratégie. Ce webinaire, il s'inscrit, bienvenue à tous, moi je m'appelle Gauthier Clasinger, je suis le directeur des opérations du pôle PSL Innovation. Le pôle PSL Innovation, il regroupe plusieurs acteurs qui sont tous la même mission de stimuler le flux d'innovation issu des laboratoires de recherche. Et il y a un petit écho de quelqu'un qu'il faut. Et donc, on est accompagné des acteurs de type CNRS, INRIA, INSERM, des organismes nationaux de recherche et l'incubateur Agoranov. L'université PSL, elle regroupe plusieurs établissements dont vous trouvez la liste en bas. Et il y a un financement du ministère de la Recherche et de France 2030 à ce propos. Le pôle PSL Innovation, son objectif, c'est trois principaux points. C'est de stimuler l'émergence de projets et d'actifs valorisables par des actions de sensibilisation. C'est pour ça qu'on est réunis ici, de détection et d'idéation. In fine, ça doit, c'est le point 3, stimuler le flux de création d'entreprises ou de transfert ou des partenariats de recherche. Tout ça, ça a également pour but d'augmenter les interactions avec tout type d'acteurs du monde socio-économique. Et le pôle PSL Innovation va déployer plusieurs actions et s'adresse à des doctorants, postdoctorants, chercheurs, ingénieurs. Donc c'est pour ça qu'on est réunis ici, et des partenaires socio-économiques. Enfin, on déploie progressivement sur cette année 2025 plusieurs actions concrètes, donc notamment des actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat ou à la valorisation des logiciels. Vous voyez le point en bas à gauche, une valorisation renforcée des travaux de recherche avec un focus sur les actifs non brevetables, logiciels ou, ça sera annoncé vers la fin, SHS. On déploie également des actions à destination des entreprises pour un guichet commun et permettant de renforcer la lisibilité que peuvent, lorsque les entreprises s'adressent à des universités. Je vais maintenant donner la main à nos intervenants de ce webinaire. C'est Jérémy Papalardo et Alexandre Lepkiri. Et juste après, il y aura un témoignage d'un projet logiciel qui est en cours de valorisation. Il s'agit de la startup Bunka. Donc, je vous remercie pour votre attention et je donne la main à Alexandre pour le partage. Entre-temps, petite annonce également, le webinaire est enregistré. On le redonnera aux personnes qui n'étaient pas présentes. Merci. Alexandre, tu es en mute. Merci Jérémy. Donc je disais merci Gauthier et merci effectivement au pôle PSL Innovation pour cette opportunité. Bienvenue donc dans ce séminaire consacré à l'open source. L'open source, c'est quoi? C'est un monde finalement où le code source est ouvert, où on est en présence d'une communauté active et où finalement la phrase tu peux modifier le programme toi-même n'est pas ni une menace ni une interdiction, mais au contraire une invitation. Et l'objectif de ce séminaire n'est pas d'opposer le logiciel libre à logiciel propriétaire, mais plutôt de faire un focus sur ce qu'on entend par le logiciel libre ou l'open source et peut-être d'y mettre certains points de vigilance et également de faire un focus sur les immenses avantages procurés par ce type de licence. Alors que vous soyez un libriste convaincu, acharné, que vous soyez un utilisateur du dimanche ou un méfiant, un curieux, que vous soyez quelqu'un pour qui GPL, ça évoque davantage un carburant qu'une licence, eh bien,
Ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui avec Jérémy, durant cette petite heure, c'est de vous donner quelques clés sur les caractéristiques principales de ces logiciels libres et de leurs licences associées. Et pour ce faire, on va commencer par quelques rappels. On va passer au slide suivant. De quoi parle-t-on? Et je crois que c'est important quand on parle d'open source ou de logiciel libre. On parle d'abord, et on aura l'occasion d'y revenir, d'un programme d'ordinateur, mais pas de n'importe quel programme d'ordinateur. Ce dont on parle, c'est de code. C'est du code qui peut être bien sûr du code objet, mais surtout du code source. Et on ne parle pas de n'importe quel code, on parle d'un code qui est protégé. Un code qui est protégé par un droit, et pas n'importe quel droit, puisqu'il s'agit du droit d'auteur qui, historiquement, protège les programmes d'ordinateur. Donc, tout ce dont on va parler aujourd'hui, et c'est peut-être le premier point, c'est de code, et en particulier de code source, qui sont protégés par le droit d'auteur. Alors, qu'est-ce qui est protégé par le droit d'auteur? C'est la forme ou l'écriture du logiciel, à l'inverse, et ça aussi, il faut bien l'avoir en tête, les fonctionnalités réalisées par le logiciel, l'algorithme, le langage de programmation, tout ça, c'est exclu de la protection, versus opposé au droit des brevets qui, lui, permet de protéger certaines fonctionnalités ou certaines parties d'algorithme, sous certaines conditions, mais ce n'est pas l'objet de ce séminaire. Donc là, on se concentre sur la forme d'expression d'un logiciel protégé par le droit d'auteur. Sont également concernés par la protection l'ensemble des travaux de conception préparatoire, mais c'est plus anecdotique. La particularité de ce droit d'auteur, c'est qu'il naît à la création du programme. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que, à l'inverse de droits de propriété industrielle, brevets, marques, qui nécessitent un acte administratif de dépôt auprès d'une administration, l'INPI par exemple, eh bien, s'agissant du droit d'auteur, la protection de l'œuvre, du logiciel, donc, naît à la création. Et pour bénéficier de cette protection, il y a un écho. Merci. Pour bénéficier de cette protection, eh bien, il y a une seule condition de fond, et cette condition, c'est au même titre que pour les autres œuvres de l'esprit, peinture, sculpture, roman, etc., l'œuvre doit être originale, donc le logiciel doit être original. Alors, l'originalité, quand on parle d'une toile de Picasso, et qu'on essaye d'envisager l'empreinte de la personnalité de l'auteur, on voit bien ce que ça veut dire. L'originalité en matière de logiciel, c'est un peu plus complexe à aborder. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on regarde un petit peu la jurisprudence depuis de très très nombreuses années, elle fait systématiquement référence à un très vieil arrêt de la Cour de cassation, puisqu'il date de 1986, qui s'appelle l'arrêt Babola-Pacho, et qui dit que pour qu'un logiciel soit original, eh bien, il faut que l'auteur soit en mesure de faire état d'un effort personnalisé, échappant à une logique automatique et contraignante et conduisant à une structure individualisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, au fond, pour pouvoir être original, l'auteur doit être en mesure de justifier de choix personnels de programmation, de choix de variables, éventuellement du choix d'un langage particulier qui viendrait un peu opérer une rupture par rapport aux autres langages utilisés jusqu'à présent. Bon, tout un tas de justifications, de choix qui vont permettre de démontrer l'originalité. Mais on comprend dès lors que tous les logiciels ne sont pas originaux. Et c'est là un point important. Or, précisément, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'idée de licence sur du logiciel libre. Et qui dit licence dit droit. Et donc, à partir de là, pour qu'il y ait licence, et en particulier une licence open source, il est nécessaire qu'il y ait un droit d'auteur, ce qui suppose nécessairement que le logiciel en question soit original, sous peine de nullité de la licence en question. D'ailleurs, plutôt que d'un droit d'auteur, il faudrait parler
de plusieurs droits d'auteur, car ils sont nombreux, ces droits d'auteur, et on peut à minima les décomposer en droits patrimoniaux, des droits patrimoniaux qui ont d'ailleurs été adaptés au logiciel, dans lesquels on va retrouver le droit de reproduction avec le droit d'utilisation, le droit de transmission qui est essentiel en matière de logiciel, le droit de stockage, le droit de traduction, le droit d'adaptation, d'arrangement, de modification. Donc là, on voit bien des termes qui sont extrêmement importants et sur lesquels on reviendra par la suite. Et puis le droit de mise sur le marché. Donc ces droits patrimoniaux, ils ont été réécrits par le législateur pour être adaptés finalement au logiciel. Et en plus de ces droits patrimoniaux, on va retrouver des droits moraux qui nous intéressent moins aujourd'hui, puisque seuls les droits patrimoniaux finalement vont faire l'objet d'une concession par le biais de la licence, mais on va trouver également des droits moraux, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces droits moraux ont été réduits à leur plus simple expression par le législateur, un peu vidés de leur sens, puisque on ne conserve au titre du droit moral qu'un droit à la paternité, donc le droit au nom finalement, et puis le droit au respect de l'œuvre, ce dernier étant relativement limité. S'agissant du droit de retrait ou du droit de repentir, qui sont des droits moraux essentiels pour les œuvres de l'esprit, eh bien, ils ont été totalement paralysés en matière de logiciel par le législateur. Quelques particularités enfin sur le droit d'auteur et le logiciel qui sont importantes. Importantes parce que spécifiques au logiciel. Premièrement, contrairement aux autres œuvres de l'esprit, citer un logo, un dessin, etc., eh bien, il y a en matière de logiciel ce qu'on appelle une dévolution automatique des droits patrimoniaux d'auteur à l'employeur lorsque le logiciel est réalisé par un salarié. Donc ça, c'est une disposition qui est évidemment extrêmement favorable à l'employeur, puisque dès lors que le logiciel est créé et qu'il est original, les droits patrimoniaux rentrent dans le giron de l'employeur. Il convient par ailleurs d'être vigilant quant à la gestion de ce qu'on appelle les œuvres dérivées et sur lesquelles Jérémy reviendra assez largement dans la suite de cette présentation. Œuvres dérivées pour lesquelles finalement une modification a été apportée au code source du logiciel de base, par exemple par une adaptation de ce logiciel, et cela va entraîner effectivement, et notamment dans le cadre de l'utilisation d'un code sous licence libre, une gestion particulière de ces œuvres dérivées. Je passe rapidement sur la notion de cession tacite qui n'existe pas en matière de droits patrimoniaux. La cession des droits patrimoniaux, elle doit être explicite. Chacun des droits cédés doit être explicitement mentionné et défini à la fois quant à son étendue, quant à sa destination. Donc il y a effectivement tout un formalisme absolument indispensable en matière de cession ou de concession de droits patrimoniaux sur du logiciel, donc dans une licence. On va passer au slide suivant. Merci. Commençons par de quoi parle-t-on quand on parle de logiciel libre ou finalement de logiciel open source, et on verra dans un instant que les différences entre les deux se relèvent davantage de l'aspect philosophique et de l'approche que de leur mode de fonctionnement. En effet, ces deux types de logiciels ont en commun de répondre à 4 libertés essentielles. Ces 4 libertés, on les retrouve pour que le logiciel soit qualifié de libre. La première liberté, c'est que c'est celle d'exécuter, la liberté d'exécuter le programme pour tout usage. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limitation dans l'usage du programme, tout domaine. C'est bien là un principe de liberté absolue, liberté qu'on va retrouver effectivement, qui est un mot qu'on va retrouver assez régulièrement. Deuxième liberté, c'est celle d'étudier le fonctionnement du programme et de modifier ce programme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette liberté de modifier le programme? Ça a une incidence directe, une conséquence directe, c'est que ça implique de facto l'accès au code source. Si vous avez la liberté de modifier le code, ça veut dire que nécessairement, vous avez
accès au code source. Et puis, troisième liberté, c'est celle de redistribuer des copies de ce programme. Et la quatrième, qui est également fondamentale, c'est la liberté d'améliorer le programme et de distribuer des copies des versions modifiées du code. À nouveau, ça nécessite évidemment l'accès au code source. Et tout logiciel qui n'offre pas aux utilisateurs ces quatre libertés ne peut pas être qualifié de logiciel libre. Et dès lors, par opposition, on a tendance à qualifier ces logiciels qui ne répondent pas à au moins une de ces libertés de logiciels propriétaires, même si en réalité, ce terme propriétaire n'est pas forcément adapté, on en dira quelques mots dans un instant, pas plus d'ailleurs que le terme libre, comme nous le verrons également, ces deux termes étant finalement simples d'utilisation, mais pouvant induire un certain nombre d'erreurs dans la compréhension de ce type de licence. Je vous le disais tout à l'heure, on va passer rapidement sur ce qui différencie le logiciel libre et le logiciel en open source. Pourquoi? Parce que le libre et l'open source, eh bien, ils reposent sur les mêmes outils, c'est-à-dire ces quatre libertés que nous venons d'évoquer. Ils ont le même visage, c'est-à-dire une licence, et on verra que il y a de très nombreuses licences qui répondent à ces quatre libertés avec des fonctionnements différents. Mais point commun, c'est qu'il y a une licence et il y a forcément une licence puisqu'il y a un droit associé. Et des mêmes mécanismes de fonctionnement, c'est-à-dire que ces logiciels libres, ces logiciels en open source reposent sur une fondation, la Free Software Foundation par exemple, qui va chapeauter le mouvement, des communautés d'utilisateurs, des leaders souvent charismatiques. Donc on a ce mode de fonctionnement qui est commun au libre et à l'open source. Si on devait identifier une différence, c'est que finalement, le logiciel libre repose peut-être davantage sur la liberté de l'utilisateur. C'est vraiment le point clé, la notion de liberté, alors que l'open source met davantage l'accent sur la collaboration et la qualité technique du développement. Donc on a d'un côté la liberté de l'utilisateur, de l'autre l'efficacité du logiciel qui sont mises en avant. Donc c'est plus une différence que je qualifierais de philosophique. Compte tenu de ce que l'on vient de dire, et malheureusement, il existe aujourd'hui encore un certain nombre de préjugés qui sont très répandus et qui doivent appeler la vigilance des praticiens, des utilisateurs de ce type de licence. Premier préjugé, la notion de gratuité. Même si de très nombreuses licences open source sont gratuites, cette gratuité ne découle d'aucune des quatre libertés que nous avons mentionnées auparavant. Ça n'est qu'une espèce d'habitude, une facilité, mais en aucun cas une condition, une obligation en matière de logiciel libre. Et cette confusion, elle vient tout simplement du terme anglais free software, et notamment de la traduction du terme free qui signifie à la fois libre et gratuit. Et bien évidemment, il faut entendre dans le terme libre la notion de liberté et non pas la notion de gratuité. Deuxième préjugé, les logiciels libres seraient libres de droit. Et alors là, c'est un point évidemment majeur et sur lequel il convient de s'arrêter quelques instants, car en aucun cas, un logiciel libre est un logiciel libre de droit. La liberté de droit, et notamment en matière de droit d'auteur, c'est une œuvre qui tombe dans le domaine public, c'est-à-dire que l'auteur est décédé depuis plus de 70 ans, ou bien dans le cas d'une œuvre qui est détenue par d'un droit qui est détenu par une personne morale, 70 ans à compter de la divulgation par ladite personne. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ici, on est en présence d'un logiciel qui est protégé par des droits patrimoniaux qui existent
Et ce dont on va parler, ces licences sont basées sur une gestion particulière de ces droits patrimoniaux, par une organisation, une concession particulière de ces droits patrimoniaux d'auteur. Et en aucun cas sur une liberté, sur des œuvres qui seraient libres de droit. Et ça, c'est vraiment absolument essentiel. Dit autrement, on ne peut pas faire n'importe quoi avec un logiciel libre. Il y a au contraire un certain nombre de contraintes qu'il faut bien avoir en tête. Et il ne s'agit pas aujourd'hui d'opposer, de dire que le logiciel libre, c'est formidable et le logiciel propriétaire, c'est le diable incarné, ni l'inverse. Simplement avoir conscience des contraintes, des droits et obligations liées à ce type de licence. Et évidemment, corollaire à tout cela, c'est que pour qu'il y ait licence, il faut qu'il y ait un propriétaire, il faut qu'il y ait un titulaire des droits. Et ce titulaire de droit, eh bien, c'est celui qui détient ces droits. Ça peut être l'auteur, ça peut être éventuellement son employeur, mais dans toutes les situations, il faut bien qu'il y ait un titulaire. Donc, au fond, j'en ferai bondir certains, mais une licence libre est une licence propriétaire au sens où elle est basée sur des droits de propriété intellectuelle. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important. Quelques mots de vocabulaire peut-être pour la suite et pour que nous comprenions bien ce dont nous allons parler. Je te laisse peut-être la parole, Jérémy. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Il faut admettre aussi qu'en matière d'open source, il y a une nécessité un peu d'avoir un vocabulaire qui est un vocabulaire un peu particulier. L'exemple le plus frappant que je peux vous donner, c'est le sujet de freeware et free software. Un freeware et un free software, ça n'est pas la même chose, parce qu'un freeware, c'est un logiciel propriétaire, alors qu'un free software, c'est un logiciel libre. Pourquoi? Parce que il y a des règles comme ça, il y a un petit vocabulaire qui va avec. Là, ce qu'on va voir ensemble justement sur la suite, principalement, c'est le sujet du copyleft, le sujet de la dérivation et de la combinaison, et le sujet de ce qu'on appelle les licences permissives ou pas. En pratique, tout ce que vient d'expliquer Alexandre, c'est qu'un logiciel libre, c'est un logiciel sur lequel il existe des droits de propriété, mais c'est une façon spécifique d'utiliser ces droits de propriété. La problématique principale en matière de licence open source, c'est le sujet de la contamination. Et en fait, la contamination, c'est ça la plupart du temps. Moi, en toute franchise, pour mes clients, pour être honnête, les clients qui me sollicitent sur des sujets open source, je dirais presque 100% du temps, il y a vraiment quelques exceptions, mais presque 100% du temps, le sujet c'est est-ce que je suis contaminé ou pas? Est-ce que cette méthode d'exploitation du logiciel me contamine? Est-ce que cette méthode d'exploitation de mon logiciel open source par un autre le contamine? C'est vraiment le cœur du sujet. Pour comprendre ça, pour comprendre ce sujet de la contamination, il faut d'abord s'arrêter une petite seconde sur un sujet un peu technique, mais on va dire relativement simple. C'est la différence entre dériver un code et combiner un code. Pourquoi c'est essentiel? Parce que vous n'êtes pas contaminé de la même façon par les licences open source en fonction de ce que vous utilisez comme open source. Donc, si on explique de façon schématique, alors vous vous doutez bien, encore une fois, là on a, on va dire, j'ai une petite vingtaine de minutes pour expliquer le truc, comme ça laisse l'espace ensuite pour le troisième intervenant et pour vos questions ensuite. Donc, en essayant d'être un petit peu schématique, évidemment, si on avait plus de temps, on pourrait nuancer un peu plus. Dériver un code, c'est faire une modification de ce code. Par exemple, vous prenez un code, donc OSS, Open Source Software, vous prenez un code open source et vous modifiez à l'intérieur son code source. Ou alors, vous prenez un code propriétaire et vous modifiez à l'intérieur le code source en disant que c'est du logiciel open source. Donc, soit vous prenez de l'open source que vous modifiez, et puis puisque vous le modifiez vous de façon originale, a priori c'est propriétaire, soit vous prenez un logiciel propriétaire et vous le modifiez avec du code open source. Là, ce que vous venez de faire, c'est de dériver le code. J'insiste bien, la modification, la dérivation d'un code, ce qu'on appelle un logiciel dérivé, c'est un logiciel dont le code source a été modifié. Deuxième situation, vous avez deux codes et vous allez les combiner ensemble. C'est ce qu'on appelle, enfin souvent c'est ce qu'on appelle les dépendances. C'est typiquement ça. Quand vous allez combiner deux codes ensemble, vous n'allez pas modifier le code, vous allez rajouter la partie grise autour. J'insiste bien là-dessus parce que c'est absolument fondamental. Le cœur même du sujet de la contamination, c'est ça. C'est la différence entre modifier un logiciel ou combiner un logiciel. OK ? Donc, dériver un code, je modifie son code source.
combiner des codes, je les assemble, je les plug, je les distribue en tant que dépendance externe, voire en tant que dépendance interne, on va voir, mais je n'ai pas modifié le code. Okay, dérivé, composé. Et donc, on arrive au sujet justement de la contamination. Donc, la contamination, c'est ce qu'on appelle le copyleft, que les Canadiens appellent le gauche d'auteur, mais qu'on va appeler entre nous copyleft. Qu'est-ce que c'est que le copyleft? Le copyleft, donc cette notion de contamination, c'est quoi? Vous vous rappelez, donc Alexandre, il a dit tout à l'heure qu'en fait, vous avez 4 libertés. Utiliser, modifier, distribuer, redistribuer. C'est ça les 4 libertés de l'open source. Quand vous allez distribuer ou redistribuer le code, vous allez devoir le faire sous les mêmes conditions de licence open source. C'est ça la contamination. C'est l'idée de dire, tu as le droit d'utiliser, modifier, distribuer, redistribuer, mais quand tu vas distribuer ou redistribuer le code, c'est-à-dire redistribuer ton code initial que tu n'as pas modifié, ou alors modifier le code et le distribuer, donc distribuer une version que tu as modifiée, tu vas devoir distribuer le tout sous la même licence. C'est ça la contamination. Donc, pour qu'on comprenne bien, vous allez générer une dérivation ou une combinaison. Vous allez distribuer cette dérivation ou cette combinaison. Et là, vous allez activer ce qu'on appelle le copyleft. Donc, c'est là qu'on va activer les licences contaminantes. Et vous allez avoir 3 niveaux de contamination. Alors, pour vous spoiler direct, l'idée, c'est que ces 3 niveaux de contamination, c'est ça qu'on appelle les licences à copyleft fort, faible ou les licences pas copyleft, les licences permissives ou non permissives. OK ? Est-ce que c'est bien ou mal le copyleft? Je me permets toujours de rappeler que c'est ni bien ni mal. Comme disait l'autre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. L'idée, c'est simplement d'avoir un choix. C'est une stratégie. Ça reviendrait à dire, j'ai une licence de PSL, je suis une startup, j'ai une licence de PSL, est-ce que c'est bien ou pas que je doive payer des redevances? Mais c'est pas bien ou pas, c'est le principe des licences. C'est comme ça que ça fonctionne. Puisque ta licence fonctionne comme ça, c'est pas bien ou pas bien. Vous voyez, il n'y a pas de notion de bien ou mal. C'est le jeu, ça fait partie du fonctionnement. Bon, évidemment, puisque là, on est sous l'égide de PSL Innovation, dans l'absolu, c'est bien de payer vos redevances, évidemment, bien entendu. Il faut absolument comprendre quelque chose de fondamental en matière de contamination. C'est la distribution qui génère la contamination. C'est la distribution qui génère la contamination. C'est absolument essentiel. Si je ne distribue pas un code, je ne suis pas contaminé. Et en fait, c'est évident. Quand on se place sur le terrain juridique, c'est flou, on ne sait plus, on n'est pas sûr. Mais sortez 2 secondes du terrain juridique. Tous, là, sur vos ordinateurs, vous avez probablement Mozilla Firefox, par exemple. Vous utilisez probablement Google Chrome. Ce sont des logiciels open source. Bon, bah, vous n'avez rien contaminé, on est d'accord. Pourtant, vous utilisez bien des logiciels open source dans Windows ou dans Mac ou dans Linux, pour ceux qui l'utilisent. Vous n'avez pas contaminé le système. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas distribué. Vous avez téléchargé votre logiciel que vous avez installé sur votre ordinateur. Donc, il faut vraiment absolument que vous ayez ça en tête en matière d'open source. Le cœur du sujet, c'est distribuer une dérivation ou une combinaison. Si je distribue un logiciel, open source ou pas, qui a vocation à être utilisé, on va dire, avec un autre logiciel sur l'ordinateur de l'utilisateur, je ne les ai pas distribués ensemble. On est d'accord? Quand Mozilla Firefox vous distribue, quand la fondation Mozilla vous distribue Mozilla Firefox, le logiciel, il est bien distribué dans le but d'être utilisé dans un environnement Windows. Mais Mozilla ne vous distribue pas ensemble le Firefox et Windows. C'est ça le cœur du sujet. Okay, et en toute sincérité, en toute simplicité, je pense que peut-être 70% des réponses que je peux faire à mes clients, c'est il faut que vous distribuiez le code open source séparément et ça règle votre problème. Et il y a un petit 30% quand même où c'est plus complexe, mais c'est souvent ça le sujet. Donc, si on fait simple, je dérive, je combine l'un ou l'autre, enfin l'un et ou l'autre, et je distribue. Et au moment où je distribue, je vais activer la contamination, le caractère contaminant de la licence, qui va du coup se mettre en route. Et il se trouve que ce caractère contaminant, il peut être fort, faible ou ne pas exister du tout. Gardez bien en tête que ce qu'on appelle la contamination, ce n'est pas toutes les licences libres, puisque justement, vous avez donc les fameuses 3 familles de licences. Et c'est ça que je vous propose de vous présenter aujourd'hui. Un petit point important. Est-ce que le SaaS est une distribution? Alors, c'est pareil, si parmi vous, certains ne savent pas ce que c'est un SaaS,
c'est mal. Hein. Vous êtes obligé de savoir ce que c'est le SaaS si vous êtes dans l'écosystème open source. Vous ne pouvez pas passer à côté. Ça reviendrait, si vous voulez, aujourd'hui, ne pas savoir ce que c'est que l'IA ou ne pas savoir ce que c'est Internet. C'est un mécanisme tellement fondamental de toutes les structures qu'on est obligé de savoir. Donc, est-ce que le SaaS est une distribution? Ça dépend des licences. Alors, vous allez dire, c'est vraiment une réponse d'avocat, ça. Ça dépend. Mais bon, malheureusement, c'est le jeu. Vous avez certaines licences, comme par exemple la licence AGPL, la Affero General Public License, qui prévoit que le SaaS est une distribution. Vous avez aussi la SSPL, la Server Side Public License, qui prévoit que le SaaS est une distribution. En revanche, vous avez d'autres licences open source qui disent que le SaaS n'est pas une distribution. OK? Donc, comment je le sais? Il faut lire la licence. Il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc, prenons l'exemple d'une licence. Donc là, l'idée, encore une fois, je vous spoil direct. Vous avez 3 familles de licences. Celles qui sont à copyleft fort, celles qui sont à copyleft faible et celles qui ne sont pas copyleft du tout. C'est ça que j'explique. Okay, et le principe, c'est que quand vous êtes dans une licence à copyleft fort, si vous distribuez un logiciel qui a été modifié ou qui est combiné, vous contaminez le tout. Quand vous êtes dans une licence à copyleft faible, il n'y a que la dérivation qui contamine. C'est-à-dire que vous allez pouvoir distribuer votre logiciel avec des dépendances open source à copyleft faible sans contaminer votre logiciel cœur, si vous voulez. Donc, prenons la situation. J'ai mon logiciel, par exemple, qui est un logiciel propriétaire, et je mets du code GPL dedans. La licence GPL, c'est une licence à copyleft fort. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la dérivation. Je prends un logiciel open source, je mets du code propriétaire, ou je prends un logiciel propriétaire et je mets du code open source. Je le distribue. Je me permets d'insister, ce que je fais régulièrement sur mes formations, je fais le choix de vous mettre une croix rouge en gras avec le mot distribution marqué de travers. C'est pour que votre subconscient se dise « Ah, là, il y a un truc important ». Le truc important, c'est la distribution. On est d'accord, hein. C'est-à-dire que je dois distribuer mon logiciel modifié. Si je distribue mes 2 logiciels séparément, la fonctionnalité complémentaire, je la distribue d'un côté et le logiciel initial, je le distribue de l'autre, je ne suis pas contaminé. Hein. Quoi qu'il arrive, copyleft ou pas copyleft. Donc, je dérive mon logiciel, je distribue, je me fais copylefter. Concrètement, ça veut dire que si j'ai un logiciel à moi, qui est un logiciel propriétaire, à l'intérieur, je mets du code GPL et que je distribue le tout à un de mes clients, je suis obligé de distribuer le tout sous licence GPL. OK? De la même façon, en matière de combinaison. Donc là, vous avez, je vous mets les 2 codes l'un sur l'autre comme ça, qui montrent que les 2 codes ne se modifient pas l'un l'autre, ils sont distribués sous forme de combinaison. Je vous propose qu'on prenne les questions à la fin, comme ça, ce sera plus facile en termes de timing. Mais gardez bien votre question. Je distribue, je me fais copylefter de la même façon. Donc en fait, si j'ai mon logiciel à moi, je mets du code GPL dedans et que je distribue, je suis copylefté. Si j'ai mon logiciel à moi, qu'il a des dépendances sous forme de GPL, et que je prends tout ça et que je le distribue ensemble, je me fais copylefter. C'est-à-dire que la partie propriétaire que je ne voulais pas mettre en open source va passer en open source. Okay, ça, c'est le fonctionnement des licences à copyleft fort. Et vous comprenez, il est fort parce qu'il vous copyleft en dérivation et en combinaison. Prenons maintenant l'exemple du copyleft faible, par exemple ce qu'on appelle la licence LGPL pour Lesser General Public License, et ce n'est pas anodin qu'elle s'appelle lesser au sens de amoindri, altéré. Bon. Dans la licence à copyleft faible, la dérivation fonctionne comme dans le copyleft fort, c'est-à-dire si je prends un logiciel GPL et que je mets du code à moi dedans et que je le distribue, je me fais copylefter. En revanche, j'ai le droit de faire des combinaisons qui ne copyleftent pas. Donc concrètement, à quoi elle sert cette licence? Elle sert à pouvoir distribuer ensemble des briques qui ne m'appartiennent pas, qui sont sous licence open source, sans copylefter mon code à moi. Donc cette idée, j'allais dire vraiment stupide, malheureusement, cette idée d'incompétent, de dire quand j'utilise du code open source, je me fais copylefter, c'est faux. Ce n'est pas quand j'utilise, c'est quand j'intègre du code open source dans ma solution à moi, comme une brique dérivée ou combinée, et que je la distribue, et que la licence de la brique open source que j'ai mis dedans est copyleft,
et que j'ai modifié ou dérivé, que j'ai dérivé ou combiné en fonction de la licence. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on s'imagine. Dernière solution, vous avez les licences pas du tout copyleft. Alors pour info et pour la petite blague, vous avez une licence qui s'appelle la WTF license, qui est la Do What the Fuck You Want license, littéralement, qui a une clause qui dit Do What the Fuck You Want. Hein, donc là, on ne peut pas être plus clair. Hein. Pour les anglophones d'entre vous, je vous invite à utiliser n'importe quel IA qui vous traduira ça bien mieux. Donc, l'idée, c'est de dire, imaginez, si je vous donne quelque chose en disant fais bien ce que tu veux, mon cher, en fait, donc, non seulement ces licences-là ne copyleft pas, en plus, vous avez le droit de modifier la licence elle-même. C'est-à-dire que vous pouvez carrément tout propriétariser, y compris open source. Alors que dans les autres cas, vous êtes copylefté dans les deux cas, soit dans un seul cas, et dans tous les cas, elle va rester dans sa licence open source. Là, on passe au stade d'après. OK ? Et donc, vous imaginez que si en dérivation, je ne copylefte pas, eh bien, a fortiori, en combinaison, je ne copylefte pas non plus. OK ? Donc, juste le petit récap, encore une fois, quand j'utilise du code open source, je me fais contaminer, c'est faux. Quand je distribue de l'open source, je me fais contaminer, c'est faux. Quand je dérive du code, je me fais contaminer, c'est faux. Je dois réfléchir, et on revient au sujet, vous avez les six notions de base, dériver, combiner, distribuer, copyleft fort, faible ou pas. Avec ces six notions, avec ces six concepts, vous avez une maîtrise globale de ce que c'est que l'open source et comment est-ce que je peux ou pas intégrer du code, etc. OK ? Et j'insiste bien sur ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure, tout ce qu'on vous dit là, ça ne marche que parce qu'il y a des droits de propriété qui vous permettent de faire ça. Pourquoi c'est important de dire ça? Et je terminerai là-dessus. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que pas de bras, pas de chocolat. OK? Donc, pas de droit de propriété, pas de licence. Donc, pas de copyleft. Donc, quand vous utilisez des codes open source, ça veut dire que quelqu'un est propriétaire de ces codes. En revanche, s'il se trouve que le code n'est pas original, même si celui qui vous donne ce code prétend qu'il est open source, contaminant ou pas, en fait, ce n'est pas le cas. Okay, et ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête. C'est-à-dire que cette idée que si je prends un logiciel comme ça sur Internet, il est open source, c'est faux. Alexandre a dit, il n'y a pas de licence statique. Donc, si je le trouve comme ça sur Internet, il n'est pas open source. Il est comme ça sur Internet. C'est comme si je dis, si je trouve votre porte-monnaie comme ça dehors, il est à moi. Non, ce n'est pas parce qu'il est disponible que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Okay, donc, quand je trouve un logiciel sur Internet, il n'est pas forcément open source. Et s'il est open source, ça veut dire qu'il est original. Et vous avez certains cas, et ça m'est arrivé là une fois récemment, d'avoir carrément une discussion. Alors, je peux le dire maintenant parce que c'est un peu, ça s'est réglé, mais un peu au bluff, hein, en me disant non mais votre logiciel il n'est pas du tout original, donc en fait il n'y a pas d'enjeu d'open source. Le partenaire il a dit d'accord, bon ben hop, ça a coupé court au sujet, parce que s'il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de licence open source, donc il n'y a pas de contrefaçon. Ok ? C'est pour ça que vraiment l'idée que l'open source, on a un peu cette idée que c'est une espèce d'une sorte de truc un peu, des gens néo-communistes qui courent tout nus avec des couronnes de fleurs dans les clairières, on est tous des frères, il n'y a pas de business, etc. C'est absolument faux. C'est vraiment une incompréhension complète de la réalité de ce que c'est que l'open source. Voilà en quelques minutes ce qu'on pouvait vous dire, Alexandre et moi, sur le sujet. Et donc, on va passer la parole à Louis-Marie de la Startup Bunka. Une dizaine de minutes d'un témoignage et juste après, ça sera la séance de questions-réponses. Donc, je vous invite à l'écrire dans le chat. Comme ça, et Jérémy et Alexandre peuvent regarder et préparer leurs réponses directement. Je vais repartager l'écran. Hop. Louis-Marie, tu peux y aller. Ouais. Bonjour à tous du coup. Merci beaucoup de vous accueillir. Donc, l'objectif, c'est simplement de vous présenter un petit peu le parcours open source qui était un peu en dents de scie de Bunka, donc qui est un spin-off du CNRS et de l'ENS, et qui est incubé par PSL. Alors que fait Bunka? Nous, on s'intéresse aux interactions humain-IA à grande échelle. On analyse du coup notamment les corpus de discussion entre des utilisateurs et des LLM. Et c'est un projet donc, qui a commencé lors de la thèse de mon associé,
à l'ENS. Et donc voilà, donc c'est un projet qui date de juillet 2022, qui a reçu des financements, notamment voilà, de PSL, de la prématuration. Et pourquoi je mentionne ça? Parce que nous, c'était une question qui était assez importante, c'est la question de la propriété intellectuelle, forcément, et de à qui appartenait le code, et de cette manière, est-ce qu'on avait des, choses dont on était redevable par rapport à ces financements. Donc ça, c'est un peu c'est une question qu'on n'a pas mis au cœur au début de notre réflexion. Et si on peut passer encore une slide. Donc nous, on a mis au tout début, tout en MIT. Et là, je voulais plutôt le présenter sous un angle un peu plus business sur les raisons de pourquoi on a fait ça. Et donc la première raison, c'était en particulier déjà pour gagner un petit peu de la traction. Pour la communauté open source, c'est une communauté qui est, en tout cas dans le domaine de l'IA, qui est très active. Et rien que le fait de faire des choses en open source, ça permet d'avoir une certaine image, etc. Et donc nous, ça nous a permis d'accélérer le déploiement du projet, d'être invité à des événements, de pouvoir exposer, etc. Et donc ça a permis de contribuer au rayonnement de la technologie même. Et donc là, c'est vraiment la première motivation, c'était l'intégration dans cet écosystème. Et le deuxième élément, qui était assez important pour nous, on peut encore rester sur la slide devant, c'était le fait d'être observé. Donc là, c'était plus, on parle vraiment pas d'enjeu de propriété, mais le fait d'être en open source, ça faisait qu'on savait que le code a été téléchargé. C'était une métrique aussi d'évaluation du projet via GitHub, combien de fois le package était téléchargé, etc. Donc ça permettait aussi d'avoir un regard de la part d'autres personnes qui permettaient de détecter des bugs, qui permettaient aussi juste nous d'être émulés, même quand on n'avait pas de retour direct. Donc ça, c'était un peu les deux grandes motivations qui nous ont contribué à faire de l'open source. D'un côté, cette intégration dans la communauté qui permet, vraiment dans une logique un petit peu, entre guillemets, entrepreneuriale, enfin de valorisation du projet d'un point de vue business et d'un point de vue aussi image. Ça a permis d'accélérer ce plan-là. Et dans un deuxième temps, ce côté essayer d'améliorer la technologie. Mais si on passe à la slide suivante, ça n'a pas été une stratégie, nous, qui était payante en termes d'argent. Et c'était assez intéressant, justement. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a arrêté de maintenir le repos. Alors peut-être qu'on reviendra dessus un peu plus tard, mais on s'est rendu compte que, que le but, en tout cas, de notre projet entrepreneurial accompagné par PSL, c'était malheureusement pas que de créer de la technologie pure et de contribuer au rayonnement de la science. On avait aussi des objectifs business, et que faire que de l'open source, ça nécessitait aussi de réfléchir à des business models qui étaient dédiés, surtout quand la technologie était au cœur de la proposition de valeur. Et donc, on a arrêté de maintenir le repos, on a développé des technologies plus propriétaires à partir de janvier de cette année. Même si notre repos sert maintenant de vitrine, un petit peu pour pouvoir démontrer un petit peu ce qu'on fait, pour pouvoir donner rapidement accès à des choses. Et donc, voilà, forcément, un des avantages de l'open source, c'est l'accessibilité. Et ça permettait de rendre ce code beaucoup plus accessible comme démonstration technique pour voilà, valoriser le projet, cette fois-ci plus auprès de partenaires et de clients potentiels. Et la dernière étape de ce parcours, pardon, faut encore rester là, c'est qu'on a recommencé en fait un tout petit peu à faire de l'open source avec des clients, mais en fin de projet. On s'est dit qu'en fait, voilà, le code qu'on avait fait, est tellement la technologie qu'on a développée dans le cadre de ces partenariats était tellement chouette et aussi marquait aussi un progrès scientifique sur du topic modeling, etc., que ce serait intéressant d'en faire profiter tout le monde. Et donc, en fait, finalement, là, l'open source devenait plus un a priori, mais c'est devenu plutôt une discussion avec les partenaires et c'était intégré dans une stratégie de communication plus générale. Donc, le cœur de ce témoignage, peut-être, c'est sur la valeur de l'open source, c'est de se dire vraiment à quel point elle est alignée par rapport à vos propres projets. Est-ce que vous êtes ici pour plus voilà, permettre de distribuer de la technologie, augmenter, avoir un gain réputationnel, ce genre d'éléments? Ou alors, est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie financière, entre guillemets, business? Et dans ce cas, ça nécessite souvent de mettre en place en plus des business models qui sont adéquats, etc., qui sont des éléments un peu plus compliqués. Alors, heureusement, PSL accompagne très bien. Nous, on a été le PUI voilà, met en place des experts, met en place des accompagnements dédiés. Et c'est aussi le fruit, ouais, ça date de 2022, le début du projet. Ça fait 3 ans, l'entreprise n'existe que depuis avril, mars de cette année. Ça a été l'occasion d'une longue réflexion aussi. Et il y avait aussi cette idée en tête derrière qu'il fallait. Pourquoi c'était une réflexion? Parce que c'était aussi une négociation. Le travail que nous on a produit en étant salarié de PSL, salarié de l'ENS,
en ayant reçu aussi ces financements dont je parle, ça a conduit au fait que forcément la propriété intellectuelle de ce qu'on construit ne nous appartenait pas, elle appartenait à PSL. Et donc, cette décision de mettre en open source, c'était aussi une négociation avec PSL où PSL devait retrouver aussi une valorisation sur son investissement. Et ça, c'est un point aussi auquel je peux que vous conseiller de faire attention si vous vous lancez dans l'entreprise, c'est cette idée de qui possède quoi. Heureusement, PSL est très conciliant, mais il faut prendre ça en compte un peu dans la valorisation du projet de manière générale, puisque ça nécessite de faire aussi, si c'est en open source, c'est intérêt, faut mieux que PSL ne le découvre pas au dernier moment. Et dans l'autre sens, si c'est si c'est en source fermée, etc., ça peut faire l'objet du coup d'une discussion sur du licensing entre votre futur projet entrepreneurial potentiel et PSL, ou alors voir un transfert de propriété, ce qui est un peu plus rare. Il me semble que le fonctionne de PSL, et donc tout ça, ce sont des discussions qui sont à entamer en amont pour pouvoir les résoudre au bon moment. Voilà. Peut-être si je peux juste, pardon, Ouais. un tout Merci. petit commentaire. C'est hyper intéressant ce que dit Louis-Marie là, pour tous ceux qui sont là autour de la visio. Mais je ne sais pas si vous réalisez, Louis-Marie, à quel point c'est inhabituel d'entendre un start-upper dire ça, mais quand il dit en fait l'open source, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si votre objectif c'est ça, alors c'est un moyen peut-être dans ce cas-là, mais si votre objectif c'est ça, alors il faut réfléchir, peut-être qu'il faut plus réfléchir ou réfléchir différemment ce que vous faites, et il faut savoir d'où viennent les droits pour savoir comment je fais ensuite. En vrai, ça pourrait être le résumé de qu'est-ce que c'est qu'un bon entrepreneur en matière d'open source. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dogme, ce n'est pas pro ou anti-open source, ce n'est pas dans l'absolu et pour toujours ou à jamais, c'est une stratégie. Et en fonction de votre stratégie, l'open source, ça peut être bien. Là, le choix qui a été fait, c'est MIT, donc licence sans copyleft. On aurait pu aller plus loin avec des licences qui avaient du copyleft, peut-être pour forcer un peu les partenaires à remonter dans la communauté, etc. Et vous voyez, donc ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est une stratégie, il y a une stratégie, et l'open source, c'est une brique de votre stratégie. C'est ni un dogme, ni une appréhension, quoi. Voilà. Complètement. On a tout à fait raison de le souligner comme ça. Complètement. Je terminerai sur une slide qui est effectivement, c'est notre dernière slide et après on prend les questions. La première, c'est qu'on va donner dans le chat un petit formulaire justement pour construire ensemble la suite des ateliers de sensibilisation sur la valorisation des logiciels, d'essayer de recueillir vos avis s'il y a d'autres points que vous souhaitez traiter et qu'on fera peut-être dans d'autres workshops. On remet également, Louis-Marie l'a mentionné, selon vos co-tutelles, chaque co-tutelle peut justement vous aider à franchir les étapes, essayer de diagnostiquer vos projets et logiciels. Donc côté PSL, on vous remet les adresses mail. Côté CNRS, donc c'est CNRS Innovation qui gère la propriété intellectuelle du CNRS. Ils ont notamment un dispositif qui s'appelle Open, qui est spécifiquement sur la valorisation dédiée au logiciel libre du CNRS, avec le mail du contact. Et l'INRIA est également assez spécialisé dans la valorisation des logiciels, y compris logiciels open source. Donc il y a un dispositif qui s'appelle INRIA Soft, qui est accompagner les logiciels open source issus de l'INRIA, donc si vous êtes en co-tutelle, dans leur développement économique. Et vous avez le mail du contact. Donc là, je vous propose de passer à la séance de questions-réponses. Et donc, si vous souhaitez aborder un point ou si justement il y avait des questions techniques dans le chat, on peut commencer à y répondre et allez-y. Marlène Oliveira Santos, est-ce qu'il sera possible d'expliciter les notions de lien statique et dynamique? Alors, je vais faire une fausse réponse, mais en fait, en vrai de vrai, on s'en fout que le lien soit statique ou dynamique. L'important, c'est est-ce que c'est distribué avec votre code ou pas? Parce que ce qui est essentiel, c'est de comprendre que c'est la distribution qui génère la contamination. Donc en fait, lien statique ou dynamique, on s'en fout, mais il se trouve que si votre lien est statique, c'est-à-dire, on est d'accord, un lien statique, c'est que vous avez un logiciel qui appelle un autre logiciel, et le lien entre ces deux logiciels, il est statique, c'est-à-dire que si je fais un peu rapide, c'est un peu plus compliqué, mais si je fais un peu rapide, tout ça, ça doit être encapsulé ensemble. Si ce n'est pas encapsulé ensemble, ça ne peut pas marcher, parce que c'est statique. Bon, de fait, vous allez distribuer votre brique qui est liée statiquement avec votre cœur logiciel. Donc,
de fait, vous distribuez ensemble. Bon, si vous distribuez ensemble, est-ce que du coup, vous avez le droit de distribuer ensemble si c'est une licence open source? Oui, vous avez le droit. Est-ce que vous êtes contaminé? Ça dépend. Est-ce que c'est de l'open source? Pardon, est-ce que c'est du copyleft fort ou faible? Et donc, il faut faire l'analyse. C'est pour ça que je dis qu'en fait, en vrai de vrai, on s'en fout que ce soit lié statiquement ou dynamiquement. Mais il se trouve qu'en pratique, si vous liez statiquement, vous allez obligatoirement distribuer ensemble. Alors que si vous liez dynamiquement, vous avez plus de possibilités de ne pas distribuer ensemble. Voilà un peu la réponse, quoi. On continue, j'imagine. Donc, comment prouver l'originalité d'un logiciel qui est disponible à tous sur Internet dans ce cas? Et alors, je pense que c'était quand je disais que si c'est disponible sur Internet, enfin, il n'y a pas de licence tacite. En fait, votre question, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'entre guillemets, elle est mal posée. Dans le sens où, c'est comme si je vous disais, mais comment je fais pour prouver que le tableau est à moi? Vous allez dire, en fait, vous le prouvez parce que vous l'avez daté, parce que vous l'avez rendu public à votre nom, parce qu'il est rendu public dans votre jardin, parce que vous voyez, et donc vous allez en fait constituer comme ça des preuves de titularité qui n'ont rien à voir avec le fait qu'il soit disponible sur Internet ou pas. Et donc typiquement, pour prouver l'originalité, enfin, l'originalité, elle se prouve, on va dire, par elle-même. Mais en général, la question qui se pose, c'est plutôt de dater votre logiciel. Ça, vous avez des systèmes APP, datation via des systèmes blockchain, via des fournisseurs qui utilisent blockchain. Je rappelle que blockchain, c'est comme Internet, ça ne veut rien dire en soi. C'est une techno, c'est un protocole de techno. Il faut un fournisseur au-dessus qui fournit quelque chose. Hein. Quand vous allez sur le web utilise Internet. Et c'est le web, vous voyez, bon, enfin voilà. Donc attention qu'il y a un peu du, comment dire, du bullshit, si on peut dire ça comme ça, autour de ce genre de techno, quoi. Si je peux ajouter quelque chose sur ce point, effectivement, et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la charge de la preuve de l'originalité appartient à celui qui l'invoque. C'est-à-dire que si à un moment donné se pose la question de l'originalité devant un tribunal, ce sera au titulaire des droits d'apporter la preuve que son logiciel est original. Tu regardes les décisions en matière de droit d'auteur sur du logiciel, et donc sur l'appréciation de l'originalité par les juges, ils sont très exigeant en matière d'originalité. C'est devenu très complexe de démontrer l'originalité d'un logiciel. Alors, il y a une décision récente qui est d'ailleurs amusante, que je vous invite à lire, qui est opposée Orange à une société entrouverte et qui a reconnu l'originalité du code. Mais ce qui est extrêmement complexe, et c'est ce que disait Jérémy, c'est que à partir du moment où l'originalité doit s'apprécier finalement a priori, c'est-à-dire ça c'est ce qui devrait être fait, c'est-à-dire sans faire référence à l'existant, il n'est pas question de nouveauté, c'est donc extrêmement compliqué pour un utilisateur d'aller démontrer l'originalité du logiciel. C'est pourquoi finalement on l'utilise, et s'il y a un problème, alors effectivement on va se poser la question de l'originalité, mais ce sera à celui qui l'invoque de la démontrer. Et j'allais dire ce que je réponds un peu sur le ton de la boutade à tous ceux qui me disent oui, mais c'est super compliqué, l'originalité, machin truc. Ce que je fais en formation, c'est qu'en général, je fais écouter aux gens. Vous savez, là récemment, on a eu le cas là, de Gilbert Montagnier et d'un chanteur italien. Et on a considéré que On va s'aimer était une contrefaçon de Une fille de France de Giorgio Azzaro, je crois. Bref, quand vous écoutez les deux, je vous mets au défi de me dire que c'est une contrefaçon. Bon, les juges ont décidé que quand vous prenez les brevets CRISPR et qu'on vous explique que les brevets CRISPR, vous avez celui qui porte sur, vous savez, les ciseaux CRISPR, la techno CRISPR, vous avez celui qui porte sur les systèmes qui ont des noyaux et les systèmes qui n'ont pas de noyaux. Je vous mets au défi de facilement comme ça de me dire que si c'est la même chose ou pas. Donc cette idée qu'en matière de logiciel, c'est très évanescent, on ne comprend pas, c'est difficile, je crois vraiment que c'est lié à une incompréhension ou peut-être à une appréhension qui est liée au code. Mais en réalité, vous prenez n'importe quel sujet de contrefaçon et c'est difficile parce que les procès qu'il y a eu contre Michael Jackson, contre Ed Sheeran, en contrefaçon, c'est pas contre Disney évidemment. Enfin, vous voyez, donc oui, c'est compliqué, mais entre guillemets, pas plus que dans d'autres domaines, quoi. Bon. Par contre, se ménager des preuves, ça c'est important. Quand on est développeur,
apporter la preuve d'une contrefaçon, 10 ans, enfin, pas la preuve de l'originalité 5 ou 6 ans après le développement, c'est très compliqué. Et donc, effectivement, avoir à l'esprit cette question de l'originalité quand on développe, au moment où on développe, ça me paraît absolument essentiel, c'est-à-dire garder des traces de ses choix pour l'auteur, c'est quelque chose qui, à mon avis, est fondamental. Absolument. Et c'est exactement ce qu'on vous répondrait aussi sur les autres, sur n'importe quel autre droit, c'est-à-dire les cahiers de laboratoire, les dépôts de probatoire, etc. Ouais, pardon Gauthier. Je prends une des dernières questions plutôt d'actualité. Qu'en est-il des modèles IA quand il n'y a pas nécessairement de code? Et là, je pense qu'à la fois Jérémy et Louis-Marie peuvent répondre, puisque c'est le domaine de Bunka. Alors peut-être, je sais pas, Louis-Marie, vous voulez intervenir? Alors, moi, j'ai pas de connaissances légales sur ça. Nous, on utilise plein de codes, enfin, on utilise beaucoup d'IA pour générer du code, et c'est vrai qu'on ne s'est pas trop posé la question. Donc, je suis très curieux de la réponse. Ah bah c'est moins une bonne réponse que votre intervention. Non mais alors, peut-être sur le sujet IA, il faut comprendre qu'il y a, disons, alors, il y a une discussion sur qu'est-ce que c'est que l'IA open source. Vous avez l'OSI, donc l'Open Source Initiative, qui a généré une définition de l'IA. Donc l'Open Source Initiative qui est à l'origine de ce qu'on appelle l'open source, des critères de l'open source. C'est très complexe parce que vous avez l'idée que quand vous faites un modèle d'IA, il peut être open source parce qu'il y a du code en fait dans l'IA. Enfin, il y a un peu une idée comme ça que l'IA, il n'y a pas de code, mais évidemment qu'il y a du code. L'IA, c'est des 0 et des 1 qui sont interprétés par un ordinateur. Hein. Donc il y a du code. Hein. Mais en fait, il n'y a pas que du code. Vous avez les données d'entrée, vous avez les données, les tags, vous avez les qualifications de vos données d'entrée, parce que vous ne pouvez pas juste donner des images comme ça à une IA et elle répond. Ça ne marche pas, il faut qualifier les données. Donc vous avez les données d'entrée, vous avez les tags de données, vous avez le modèle lui-même et son système d'apprentissage, vous avez ensuite le modèle, entre guillemets, finalisé, le modèle qui a appris, c'est-à-dire le modèle qui est sorti de l'école, quoi, en quelque sorte. Et ensuite, vous avez les prestations associées à ce modèle-là. Donc, quand on dit c'est quoi le sujet IA et open source, en fait, c'est un peu complexe parce qu'il faudrait préciser de quoi on parle. En général, la question, elle dérive un peu sur qu'est-ce qui se passe si c'est l'IA qui génère du code. Et ma réponse, là encore, toujours un petit peu sur le ton de la boutade, c'est si vous prenez un stylo multicolore et que vous faites un dessin, qui a choisi les couleurs? Personne ne va répondre le stylo. On est d'accord. Personne ne va imaginer que parce que le stylo est multicolore, la couleur du dessin, ça appartient au stylo. Vous allez dire, ben non, c'est moi qui ai choisi d'utiliser le stylo multicolore. C'est exactement pareil en matière d'IA. C'est pas parce que c'est généré par IA et par quelque chose qui est du Canada Dry d'humain que ça veut dire qu'il y a des droits d'auteur. Ça, c'est une erreur fondamentale de compréhension de ce que c'est que le droit d'auteur. Et d'ailleurs, pour être honnête, hein, c'est rare de demander un truc à l'IA et que ce qui sort, vous le mettez dans un produit commercial. En pratique, hein, ça ne marche pas comme ça. Il faut prompter, il faut reprompter, il faut modifier. Derrière le résultat, il faut le changer, il faut le tester, il faut aller le vérifier. Donc, prétendre que ce que l'IA génère, c'est tout seul comme ça devrait être protégé en droit d'auteur, il me semble que c'est une erreur un peu pratique, vous voyez, d'analyse un peu du truc. Mais je reconnais que c'est un sujet un peu complexe. Je pense que sur la question qui est posée, il y a derrière aussi l'idée de prompts qui permettent de générer des codes. Et effectivement, sur cette question, la réponse n'est pas claire parce que il est très rare que dans la réponse d'une IA générative, il y ait le type de licence. D'abord parce que souvent, c'est un mélange et les lignes de code ne correspondent pas aux lignes de code qui ont été extraites d'un code en open source. Donc, est-ce que effectivement on est on doit respecter les dispositions d'une licence libre? Les choses sont pas claires. Et je dois reconnaître que les choses sont pas claires. Pour en avoir discuté à plusieurs reprises, je pense qu'il y a le risque peut être pris dans la mesure où on peut imaginer que le code, mais je nierai tout ce que je viens de dire. Le risque peut être pris dans la mesure où le code qui est généré s'éloignera sans doute substantiellement du code original. Mais maintenant, tout ça reste à démontrer. Et sans référence à la licence originale, c'est très, très difficile de se prononcer sur ce sujet.
Je pense une dernière question et on va clôturer. Que pouvez-vous dire de la compatibilité de la licence libre GPL avec le droit français des licences Cécile? Ouais. Alors, comme c'est la dernière question, on va partir sur une pique. Donc, les licences Cécile, CEA, CNRS, INRIA, logiciel libre. Hein, donc déjà, CEA, CNRS, INRIA se mettent ensemble pour faire quelque chose. Déjà, ça soulève à minima la suspicion. Mais il faut savoir que ça a été fait à une époque aussi où le système open source n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. La compréhension de l'open source n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut admettre que les licences open source sont majoritairement, donc les licences sont des contrats, hein, pour rappel, évidemment, et donc ce sont des contrats internationaux. La plupart des licences open source sont des licences qui sont pensées, on va dire, avec un esprit de droit américain. C'est plus complexe que ça parce que ça va un peu plus loin. Mais c'est un peu ça l'idée. Et donc, vous avez les licences Cécile qui ont été imaginées pour ça, c'est-à-dire pour faciliter la compatibilité avec le droit français, notamment la loi Toubon sur l'usage de la langue française par les établissements publics, sur le sujet de la responsabilité. Mais en toute honnêteté, je pense que c'est une erreur d'utiliser les licences Cécile. Et alors, je suis désolé de dire ça alors que je suis convié par PSL Innovation, INRIA, tatati. Mais je pense que c'est une erreur d'utiliser les licences Cécile. Je vous dis pourquoi. L'objectif des licences open source, c'est de les partager partout dans le monde. C'est qu'elles soient échangées, partagées, modifiées, distribuées. Je vous garantis, et je l'ai vécu, quand vous dites dans une réunion « This is licensed under the Cecile license », vous avez les gens autour de la table qui vous font « Cecile license »,« Cecile » et « Yes, Cecile, just like the surname Cecile ». Et les gens vous disent, mais du coup, c'est quoi Cécile? Et là, vous vous retrouvez à devoir former des gens en direct, en négociation, pour leur expliquer ce que c'est que la licence Cécile. Et in fine, pour ceux qui les ont lus, les licences, la licence Cécile initiale, c'est une licence donc de type copyleft for, elle prévoit explicitement sa compatibilité avec la licence GPL. La licence Cécile B comme BSD, c'est une licence qui est non copyleft, elle prévoit explicitement sa compatibilité avec des licences de type non copyleft. Et la licence Cécile C comme composant prévoit explicitement sa compatibilité avec les licences de type LGPL. Donc vous avez des licences franco-françaises qui annoncent officiellement qu'elles sont compatibles avec des licences reconnues au plan international. Voilà. Si on avait plus de temps, on pourrait en parler un peu plus et aller un peu plus dans le détail, être un peu plus nuancé. Mais honnêtement, là, comme ça, moi, ma reco, c'est n'utilisez pas les licences Cécile parce que personne ne comprend ce que c'est à l'international. Alors, on va laisser méditer ça. Je vous remets la dernière slide qui, justement, vous sollicite. Là, c'est vraiment un webinaire d'introduction. On souhaite vraiment organiser d'autres événements. Vous n'avez peut-être pas pu poser toutes vos questions. Et donc, on souhaiterait prendre vos avis sur quelle forme doit prendre cet autre événement. On remettra les points de contact de CNRS Innovation, INRIA et PSL. Voilà, pour information, notre prochain webinaire concerne un peu plus la recherche SHS à l'impact, comprendre la valorisation avec les niveaux de SRL, Societal Readiness Level, qui aura lieu mercredi 25 juin, 13h-14h. Je remercie vraiment sincèrement nos intervenants, Jérémy, Alexandre et Louis-Marie. Je pense que voilà, vous pouvez les recontacter, ils seront ravis, mais on est là également dans les cellules de valorisation pour vous accompagner dans vos projets. Donc on vous remercie. N'hésitez pas à aller sur le formulaire, ça nous guidera pour les prochains événements. Merci à tous. Merci beaucoup.